Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une grosse update du marché, que ça soit sur le BTC, que ça soit sur Ether, les altcoins, le marché US. On verra pas mal de points assez importants parce qu'on a eu quand même un gros crack ici qui commence à être avalé. Mais est-ce que c'est le bottom? Est-ce que faut se positionner, que ça soit d'un point de vue long terme, d'un point de vue trading court terme? Est-ce qu'on a des opportunités à saisir? On verra tout ça en détail. Je m'excuse d'ailleurs, j'ai pas pu faire d'update hier, je n'avais pas accès au setup pour tourner. J'avais fait ici des vocaux sur le Discord, c'était le 4 août. Voilà, je vous disais que les niveaux d'intervention intéressants à surveiller si on avait une baisse importante, notamment Ether 2100$, on a été parfaitement chercher ce niveau-là. Mais voilà, je vous avais fait comme ça des vocaux. Je vous invite à le rejoindre le Discord parce que pour cette fin de semaine, je ferai également des updates de manière sur le Discord, comme ça, comme on a eu. Il y aura une update comme on a eu aujourd'hui, là où je fais une grosse analyse. On en aura une également demain, mais ensuite, à partir de jeudi, je ferai des updates avec des messages vocaux comme ça. Donc je vous invite à rejoindre le Discord si vous voulez être tenu au courant de concrètement qu'est-ce qu'il y a à faire sur le marché, les opportunités, tout ça, parce que je n'aurai pas accès à mon setup pour tourner. Donc voilà, je vous invite à rejoindre le Discord, c'est 100% gratuit, il y a une bonne communauté, je vous mets le lien en description. Alors maintenant, le marché. Donc ça a baissé. Alors le pourquoi ça a baissé, je vais vous dire le pourquoi selon moi, mais voilà, de toute façon ce qui compte c'est concrètement qu'est-ce que vous faites quand on a un marché qui baisse. Le pourquoi c'est secondaire, parce que c'est après, on se pose les questions de pourquoi ça a baissé, mais concrètement, quand on a comme ça un marché qui baisse, le plus important c'est quelles sont les actions concrètes que vous voulez mettre en place. Maintenant, si je dois dire pourquoi, il y a deux raisons majeures. Il y a les tensions au Moyen-Orient qui sont un peu accentuées ces derniers jours, et quand on a comme ça une potentielle guerre qui pourrait se mettre en place, c'est toujours pas très bullish pour l'économie, ce qui est tout à fait normal. Maintenant, quand je dis pas bullish sur l'économie, c'est sur du court moyen terme, parce que si on regarde le S&P sur du très long terme, il est haussier. Si je regarde ici le Dow sur du très long terme, il est haussier, d'accord? Donc il y a des phases de guerre, mais sur du long terme, si vous croyez en l'humain, si vous croyez au monde, si vous croyez en l'économie, là c'est vraiment un point important, ça restera un marché qui sera en hausse sur le long terme. Si on a un marché qui prend un moins 75%, vous aurez autre chose à vous préoccuper que votre portefeuille, que vos cryptos, c'est qu'il y aura de gros problèmes dans le monde si on revient chercher des niveaux aussi bas. Donc c'est normal, le marché est toujours cyclique, on a ce genre de phase, mais on reste sur un marché qui est haussier sur le long terme. Donc ça c'est la première cause. La deuxième cause, c'est également le pivot de la Fed qui est attendu pour septembre 2024 avec une potentielle récession. Donc c'est pour ça qu'on a eu quand même une bonne volatilité sur le S&P et on a cette baisse des taux qui est attendue. On peut s'attendre à un potentiel sell the news, parce que si je regarde ici, si je mets les taux d'intérêt dans le passé, ces différentes hausses et baisses de taux d'intérêt, et ben on voit que quand on a commencé à avoir une baisse des taux, on a eu un marché qui a commencé à baisser. Alors le marché en général commence à baisser un peu avant qu'on a cette baisse des taux. Il y a toujours un décalage, un lag entre les annonces économiques et le marché, mais on voit que à chaque fois qu'on a commencé à baisser les taux, on a un marché qui n'a pas spécialement bien réagi. Alors pourquoi? Parce que comme je dis, il y a toujours un lag entre les annonces économiques et le marché. Les investisseurs n'attendent pas qu'on a une baisse des taux pour commencer à acheter. Ils achètent bien en avance, d'accord? C'est pour ça que pendant toute cette phase, on a eu une phase de hausse parce que ils se projetaient en avant comme quoi on allait avoir une baisse des taux. De la même manière, ici, on a eu un marché qui était haussier parce que les investisseurs, les traders se projetaient à l'avance que, ok, après qu'on a eu une phase compliquée, qu'est-ce qui se passe? On a une phase qui est plutôt bullish, d'accord? Et le marché est toujours cyclique et il passe par ce genre de phase. Maintenant, les investisseurs n'attendent pas qu'on a une baisse des taux pour commencer à acheter. Ils achètent bien en amont. Et c'est pour ça qu'on peut avoir un effet de sell the news. Maintenant, comparer ça au marché crypto, c'est plus compliqué parce que on n'a pas assez d'historique là-dessus pour savoir si le marché crypto réagit de la même manière pendant ce genre de phase. Maintenant, si on regarde sur les derniers temps, le marché crypto est quand même bien corrélé au marché traditionnel. Donc voilà, c'est le point négatif et c'est pour ça qu'on a eu un marché US qui a corrigé et un marché crypto qui a encore plus corrigé. Donc cette baisse des taux, elle est vraiment très attendue. C'est difficile de savoir ce qui va se passer, mais historiquement, quand on regarde comme ça, quand on a commencé à le début des premières baisses des taux, on a un marché quand même qui a pris cher. Si je reviens au marché des cryptos, on fera une analyse du marché US bien entendu après, mais si je reviens ici au marché des cryptos, on a eu une bonne baisse sur le BTC. On est revenu chercher quand même sur le long terme un niveau assez important, les 52 000 $.
en confluence avec ces 0,382 de Fibonacci. Alors là, on va prendre 2 points, d'un point de vue investissement long terme, ensuite on parlera sur les unités de temps un peu plus courtes, sur ce qu'il y a à faire, mais déjà, un point important, si vous cherchez à investir sur le long terme, ça sert à rien d'aller sur du 5-15 minutes et essayer à choper le bottom de marché, le bottom parfait, avec des effets de levier encore pires. Ça c'est déjà, quand vous tradez comme ça sur du long terme, quand vous investissez sur du long terme, n'utilisez pas d'effet de levier. C'est une connerie, vraiment c'est une grosse connerie de chercher à se positionner. Il y en a qui se disent, ah bah tiens, le marché c'est impossible qu'il prenne un moins 50%, du coup je vais me positionner avec un effet de levier x2, c'est une grosse connerie. Investissement long terme sur les cryptos, c'est uniquement sur l'achat spot, d'accord? À partir du moment où vous utilisez un effet de levier, c'est parce que vous n'avez pas le capital nécessaire pour prendre une position, et ça en général c'est si vous faites du scalping, de l'intraday, voire même du swing, et encore, mais sinon on n'est que sur des positions spot. Parce que quand je vois les milliards de liquidations qui ont eu lieu, des personnes que j'ai vues sur Twitter qui ont perdu énormément d'argent parce qu'en fait ils accumulent mais avec des effets de levier, c'est la pire connerie, d'accord? Le but c'est toujours de préserver votre capital, c'est la règle numéro 1, d'accord? Ça sert à rien de chercher des gains monstrueux si vous faites liquider tout le temps, d'accord? Donc voilà, ça c'est vraiment important, toujours en spot sur le long terme. Maintenant sur le BTC, on a retracé, on est revenu chercher des niveaux intéressants, mais pour moi on n'est toujours pas sur des niveaux intéressants pour vraiment me positionner sur du long terme, où là j'enverrai une grosse cartouche parce que j'estimerais que c'est de très bonnes zones d'opportunité. Comparé à Ether, on le verra après, qui lui est revenu chercher un niveau très très intéressant. On en avait parlé, les 2100$. BTC n'a pas autant corrigé et selon moi, c'est compliqué de rentrer ici. Alors on peut avoir un achat quand même sur les 0,382, mais si je surveillerais une zone, moi j'en ai déjà parlé, c'est les 44 000$. Est-ce qu'on va y aller? J'en ai aucune idée. Pour moi, c'est un niveau qui doit quand même tenir. Si on commence à vraiment clôturer en weekly et passer en dessous les 40 000$, ça serait pas incroyable, mais les 44 000$, c'est un niveau clé. Les 0,5 de retracement, on a également ce précédent niveau de support qui faisait office de résistance. C'est le début également des ETF, c'est à partir de ce moment-là qu'on a eu le déploiement des ETF. On a également le coût de production du BTC, ou si on commence à franchir ce niveau-là, on aurait des mineurs qui vendraient à perte. Donc là, on a une grosse confluence. Moi, j'ai du mal, honnêtement, de mon côté, à voir un BTC s'installer et aller sous les 40 000$. C'est vraiment le niveau, on peut mècher, on peut faire une mèche comme on a fait ici assez rapidement et rebondir un peu style crash Covid, si vraiment on devait aller plus loin. Mais si on commençait à s'installer en dessous, j'aurais vraiment peur pour la suite de mon côté sur Bitcoin et ça serait vraiment pas encourageant. Maintenant, voilà, ici, pour moi, on a une très bonne fenêtre d'achat si on y va. Les 0,382 qui peuvent être une bonne zone d'achat également, mais voilà, d'un point de vue zone où pour moi on a une meilleure confluence et d'un point de vue probabilité de plus de chances de poser un bottom, je préfère clairement cette zone-là. Maintenant on peut poser un bottom ici et aller faire un nouvel ATH, mais je préfère avoir des achats dans cette zone-là. Ça c'est vraiment d'un point de vue investissement un peu plus long terme. Maintenant sur du plus court terme. On a eu ici une bonne prise de liquidité de ces niveaux-là, on voit qu'on a une mèche, donc ça veut dire qu'on a de l'absorption. Quand vous avez comme ça une mèche et surtout on voit qu'on a une clôture assez haute en daily, c'est qu'on a de l'absorption. Maintenant, c'est trop tôt pour parler de bottom. On a toujours ici des creux et des sommets de plus en plus bas, et d'un point de vue vraiment trading, ceux qui font de l'investissement, c'est pas important, on se positionne sur des gros niveaux de long terme. D'un point de vue trading, c'est compliqué, ce genre de phase où en fait on mèche, on repart. On remèche, on réintègre et on repart. En général, quand on réintègre, c'est pour aller chercher la borne opposée, sauf que là, on va jamais la chercher et le BTC est compliqué à trader ces derniers temps. Donc là, je parle vraiment pour ceux qui sont plutôt sur du swing, sur de l'intraday encore, ça va, mais ici, on est sur un marché qui est compliqué parce que là, on est dans une phase où chercher des achats, c'est un peu faire de la contre-tendance. Donc soit vous cherchez des achats sur une unité de temps vraiment inférieure, quand on a comme ça un ravalement, on a des signaux assez intéressants avec une zone d'invalidation qui est courte pour jouer ce type de rebond. Maintenant ici, si je regarde en daily 4 heures, chercher des achats, c'est compliqué. On a un momentum qui est vendeur. On a un momentum qui est bien vendeur, on est dans une dynamique qui est baissière, d'accord? Donc compliqué de chercher des achats. Maintenant, chercher des ventes, c'est également compliqué parce qu'on a quand même bien retracé. On est sur un moins 20%. Si vous cherchez des shorts là, à quel moment, où vous mettez votre zone d'invalidation? Typiquement, quelqu'un qui cherche des shorts ici, il a une zone d'invalidation au-dessus de ce niveau-là ou au-dessus de ce niveau-là, il peut aller chercher son 2 pour 1, 3 pour 1, aller chercher l'extrémité basse. Quelqu'un qui rentre ici, à ce niveau-là, sa zone d'invalidation, elle est soit il fait vraiment du court terme, mais du coup là, on va être plutôt sur de l'intraday, il va avoir un stop
au-dessus des précédents sommets, et là il peut viser du 2 pour 1, 3 pour 1 si on retrace. Maintenant quelqu'un qui fait du swing, c'est compliqué de rentrer en position ici. Donc moi si je regarderais là d'un point de vue swing trading sur des positions 4 heures daily, je préférerais patienter et d'avoir une meilleure direction du marché. Soit on a une réintégration des 60 000 $, ça serait plutôt bullish de repasser au-dessus de ce niveau-là. C'est pas le scénario numéro 1 que je vois, surtout après cette baisse. On a quand même un momentum vendeur avec de bonnes zones d'imbalance, c'est-à-dire qu'on a eu quand même une bonne pression vendeuse. Soit on commence à potentiellement instaurer ici un bottom, ou potentiellement aller chercher la borne opposée, mais on est dans une zone où, d'un point de vue localisation, oui, sur du long terme, c'est intéressant, mais là, en daily, pour moi, trop compliqué de commencer à se positionner sur des achats avec des effets de levier, etc., etc., surtout avec le contexte du marché. Donc voilà, globalement sur BTC, comme je dis, long terme, la zone idéale, 44 000 $. Moi, j'ai surtout surveillé Ether, hein. C'est Ether qui m'intéresse le plus, surtout sur le retracement. La charte est beaucoup plus simple à analyser, et c'est comme ça, hein, quand vous tradez, et que vous avez une charte qui est beaucoup plus compliquée, bah passez à autre chose, c'est pas grave. Le but c'est pas de forcer, s'il n'y a pas spécialement de setup ou d'opportunité pour se positionner, ça sert à rien de forcer. Par contre voilà, comme j'ai dit, d'un point de vue investissement long terme, deux zones, 51 000, 52 000 $, 44 000 $, sur du swing, compliqué ici de se positionner, on a quand même une tendance qui est bien baissière, donc à moins de chercher des shorts, mais globalement chercher des shorts ici, ça serait si on reviendrait chercher les 60 000 $. Tant qu'on ne réintègre pas, c'est un niveau maintenant qui est censé faire office de résistance, donc on peut chercher des shorts, et si on réintègre, il vaut mieux chercher bien sûr des achats. Sur du plus court terme, sur du 1 heure, 4 heures, globalement sur de l'intraday. Alors déjà je vais mettre des moyennes mobiles, parce qu'on a des moyennes mobiles bien rentrées à la baisse, on est actuellement dans le tunnel 15 minutes, hop, si je ne dis pas de bêtises, voilà, on est dans le tunnel 15 minutes. Donc on voit que les moyennes mobiles sont orientées à la baisse. C'est pour ça déjà, chercher des achats ici en 4 heures daily, c'est de la contre-tendance. Donc soit vous avez le bottom, et du coup, c'est sûr que vous avez un très bon point d'entrée, vous allez bien pouvoir surfer sur une bonne dynamique haussière, parce que vous avez le bottom en étant de base à contre-tendance, donc là vous avez une très bonne entrée, tant mieux. Maintenant, si vous n'êtes pas ici, si vous êtes toujours à contre-tendance et qu'on continue cette dynamique qui est baissière, on aura de grandes chances de faire des creux des sommets de plus en plus bas. Pour le moment, la charte est baissière, il n'y a rien à dire, les moyennes mobiles sont orientées à la baisse. Le 15 minutes est sous le 1 heure, on voit qu'on a un momentum qui est bien vendeur, parce qu'on avait des moyennes mobiles bien verticaux, la verticale. Donc voilà, le 15 minutes qui est sous le 1 heure, le 1 heure qui est sous le 4 heures. Pour le moment, sur de l'intraday, ici, je chercherai à plutôt prendre des shorts. On a ici un M-top à l'intérieur de ce tunnel 15 minutes, inversion de notre dynamique, donc plutôt chercher des shorts sur de l'intraday. Maintenant, ayez toujours une bonne gestion du risque, parce qu'on est quand même dans un marché avec pas mal de volatilité et un contexte qui est compliqué. Attention également à ne pas FOMO et à dire ça y est, c'est reparti. Ça je peux le voir, surtout qu'on a comme ça des bougies daily où on fait ici un plus 4%, plus 5%, même hier en 4 heures on a quand même bien rebondi. Il y en a qui peuvent se dire ça y est, c'est reparti. C'est normal que après une baisse de moins 20, moins 30%, qu'on a des rebonds avec une aussi forte amplitude. La volatilité, ça va dans les deux sens. Donc oui, certains vont voir des plus 8%, plus 10%. C'est sûr que si on avait fait des plus 10% ici, là ok, ça serait des bons breaks, ça serait un peu plus choquant et ça serait des bougies qui sortiraient du lot. Maintenant ici, on est sur des plus 10% après une aussi grosse baisse. Donc ne vous dites pas que ça y est, c'est reparti. Pour le moment, il n'y a rien qui est reparti. La charte reste plutôt baissière et tant qu'on est en dessous des 60 000 $, c'est un gros niveau à défendre. Donc on est en dessous de ce niveau-là, on est plutôt ici dans une dynamique baissière. Comme je dis, je chercherai surtout des achats au niveau des 0,5 et des éventuellement sur les 0,382, mais je vous ai dit, les 0,5 c'est le meilleur niveau. Au niveau de l'order flow, l'order flow ici. On a un funding qui est extrêmement négatif. En général, on pose des bottoms dans des phases comme ça de funding plutôt négatif. Comme on a eu ici, on a eu un gros funding négatif au moment du crash de FTX. Hop, je vais me mettre en daily, on le verra mieux. Voilà, funding négatif, bottom, funding négatif, bottom. On n'a pas un aussi gros funding négatif comme on l'a connu ici, mais déjà, sur du plus court terme, 4 heures, en général, on pose comme ça. Le funding, ça permet de quoi? Ça permet de maintenir le prix du contrat perpétuel proche du prix du contrat spot. Donc quand on a comme ça un funding négatif, c'est-à-dire qu'on a les shorts qui payent des frais aux acheteurs, et on a plus souvent un funding positif, parce qu'on a en général un prix du contrat perpétuel qui est supérieur au prix du contrat spot, mais là on peut se dire quand même qu'on a pas mal de gens qui cherchent à vendre. Alors, ça veut pas spécialement dire ça, mais on peut l'insinuer comme ça quand on voit un funding qui est négatif. On a liquidé pas mal de monde.
on peut être sur un bottom temporaire, d'accord? Je dirais pas un bottom définitif, mais on peut être sur un bottom pour les prochains jours. En général, quand on a comme ça une grosse phase de liquidation, avec une grosse baisse de l'open interest, on a un funding qui est négatif, avec quand même une bonne mèche, on peut se dire qu'on a trouvé potentiellement un bottom temporaire. Maintenant, c'est pas parce qu'on a méché comme ça que le bottom il est définitif. Je prends un exemple. Ici, on avait liquidé du monde, on avait bien ravalé, mais voilà, on a consolidé pendant un moment et ensuite ce niveau-là, eh ben on l'a break à la baisse. Voilà, pareil pour ce niveau-là, on a liquidé du monde. Ici, on avait pris tous les lots, on a eu une bonne réaction, on a été chercher ce niveau-là. Mais on pourrait être dans ce genre de configuration également, où là, on a ce qu'on appelle une bougie de contrôle, ok, hop, où on va avoir un range entre deux niveaux. Après, une bougie avec une aussi forte amplitude. Bon là, on était sur un moins 30% en une journée. Là, actuellement, on est quand même sur un moins 15%. Mais on pourra avoir ici une bougie de contrôle. On va range entre ces deux bornes. Dans tous les cas, il y a toujours un plan. C'est pas parce que on a beaucoup de volatilité que vous devez changer de stratégie. Si vous tradez avec des setups de trading qui respectent certaines règles, eh ben vous maintenez vos setups. Si vous avez défini vos zones d'achat, eh ben vous les respectez. Par exemple cette zone-là, cette zone-là. Si vous n'avez pas défini de zone d'achat, et je connais ce sentiment, c'est arrivé à tout le monde, surtout quand on a commencé, quand on a comme ça ce genre de baisse, et ça se trouve vous allez vous reconnaître dans ce que je dis. On a une baisse du marché, comme ça. On ne rentre pas en position, alors qu'on a été chercher des niveaux bas. Ensuite, on a un pump du marché. Et là, on se dit, mince, je veux rentrer. Mais le marché continue à pump. Mince, je veux rentrer. Et là, on se dit, faut qu'il rebaisse. Et on prie juste à qu'il rebaisse. Et le problème, c'est, si vous n'avez pas de plan, s'il rebaisse, vous allez dire, ah ouais, mais maintenant, je vais aller que le marché aille plus bas. Et au final, vous n'allez pas rentrer en position parce que vous allez toujours vouloir que le marché continue à baisser. Et si le marché pump, c'est là où vous allez FOMO et vous allez rentrer au pire moment. C'est là l'importance d'avoir un plan. C'est-à-dire qu'on n'attend pas que le marché baisse pour définir des zones d'achat. On les définit en amont. Et quand le marché va chercher ces zones-là, là, bien sûr, on rentre en position. J'ai tout dit de ce que je voulais dire sur BTC. Donc si vraiment je veux résumer, deux niveaux clés sur le long terme, 44 000 $ et 52 000 $, mais le gros niveau c'est les 44 000 $. C'est pas pour ça qu'on va y aller, mais si on y va, c'est une très très bonne zone sur du long terme. Sur du swing, compliqué ici de chercher des achats, sauf un peu faire de la contre-tendance, mais j'aime pas du tout ça. Donc je préférerais revenir, si je veux chercher des shorts, dans le tunnel 1 heure ou tunnel 15 minutes, comme on a fait ici, mais là on serait plutôt sur de l'intraday. Au niveau d'Ether, Ethereum, j'en avais parlé de cette zone des 2100 $. Pourquoi c'était une zone importante? Parce que on avait nos 0,118 de Fibo, on attaque parfaitement dessus, et on avait ici ce haut de range, on a break, on a ici pas pris à 100% la liquidité encore, mais c'était une zone vraiment très importante. Et on voit qu'on a parfaitement méché dessus. Pour moi ici c'était clairement une zone d'achat à ne pas négliger. Alors je dis pas qu'on ne peut pas aller plus bas. Maintenant, si Ether, on commence à... Je vais me mettre comme ça. Si Ether, on commence à passer sous ce niveau-là, et il y a passé, il y a passé juste avec une mèche, il n'y a pas de souci, mais il y a vraiment clôturé en dessous et consolider et ne pas repasser au-dessus, c'est-à-dire qu'on flippe cette zone de support en résistance, ça serait pas bon pour la suite sur Ether, et on aurait clairement ici la réintégration d'une grosse phase d'accumulation. Maintenant, sur Ether, quand je vois la charte comme ça, on est dans un range. C'est-à-dire qu'on a rejeté dans notre zone de rechargement de short, sur Ether, là, sur du long terme. On est dans un range. Pour le moment. Range précédé par une dynamique haussière, bien sûr, mais on est dans un range. Et dans un range, les zones idéales, c'est la borne basse de ce range-là. Donc les 0,886. Le milieu de range, c'est un niveau intéressant. Alors, en général, quand je trade, je ne prends pas en compte le milieu de range, parce que ma zone d'invalidation, elle est compliquée à positionner, parce que le but de trader un range, c'est d'avoir une zone d'invalidation sous le range. Maintenant, pour de l'investissement, c'est différent, parce que pour de l'achat spot long terme, que ce soit BTC et Ether, la plupart, dont moi, notre zone d'invalidation, je parle pas d'un point de vue trading, mais d'un point de vue investissement long terme, c'est les 0 $. C'est-à-dire qu'on va être juste sur de l'accumulation pour du très long terme. En tout cas, moi, c'est comme ça, je vois Ether et BTC. Donc là, le milieu de range, ça peut être également une zone intéressante. De toute façon, on avait vu ces deux niveaux, 2400 $ et 2100 $ sur Ether, c'était les niveaux les plus importants. Maintenant, sur Ether, d'un point de vue structure, on inverse ici notre dynamique. On a un top de marché, on peut le dire, ça c'est un top de marché. Avec ce M-top, sommet, creux, sommet plus bas que le précédent, creux,
plus bas que le précédent. Donc ça, c'est une inversion de notre dynamique. On l'a fait en plus dans notre zone de rechargement de short. Et ce qu'on veut voir pour inverser ce genre de dynamique, c'est, alors soit on a une réintégration de ce niveau-là, ok, avec une bonne impulsion. C'est ce genre de réintégration, c'est une invalidation partielle. C'est-à-dire que techniquement, notre dynamique est toujours baissière. Est-ce qu'on peut réintégrer et faire quelque chose comme ça? Mais ça nous montre quand même que on a une réaction acheteuse et des vendeurs qui s'essoufflent le fait qu'on réintègre ce niveau-là. C'est-à-dire que ce n'est pas une pattern aussi puissante que une structure type, c'est pas ça que je voulais faire, une structure type M, ligne de coup, pullback, rejet. Ça, c'est une structure qui est beaucoup plus puissante. Et donc soit on fait ça, soit on a ici à nouveau une pattern d'accumulation avec une inversion de notre dynamique. Donc clairement, Ether, la charte est plus intéressante sur du long terme que BTC. Comme j'ai dit, pourquoi? Parce qu'on est revenu chercher de très bonnes zones. C'est comme si que sur le BTC, on était revenu chercher ces 0,118. Ils sont vers les 37 000 $. Vous voyez. Donc BTC toujours un poil haut pour l'investissement long terme ici, d'un point de vue technique. Moi je vous recommande toujours de vous positionner dans la zone de rechargement entre les 0,118 et 0,786. Ça vous permettra tout simplement d'avoir alors je vous dis pas vous aurez le bottom exact, mais en général vous aurez de très bons points d'entrée, surtout sur des cryptos mastodontes un peu comme BTC et Ethereum. Donc voilà, maintenant sur du court terme, Ether c'est pareil, la dynamique est baissière. Ici, chercher des achats, c'est vraiment compliqué. On voit qu'on a toujours des moyennes mobiles orientées à la baisse. On revient chercher le tunnel 15 minutes. On fait un ravalement. Donc on peut être ici dans une phase de latéralisation où on va tout simplement range entre deux bornes. Ici, si je prends la bougie de contrôle, potentiel, elle est ici. Mais à l'intérieur d'une bougie de contrôle, on peut avoir un range. Comme je dis, les moyennes mobiles sont orientées à la baisse. Donc là, ceux qui font de l'intraday, pareil, c'est des zones pour chercher des shorts. Quand on a comme ça un momentum qui est bearish, on a des bougies consécutives comme ça dans le rouge avec une aussi grosse amplitude, ça nous montre que voilà, on a les vendeurs contrôlent le marché actuellement. On peut pas dire que les acheteurs sont présents. Oui, on a une réaction. Maintenant attention, la réaction, bon, c'est le marché US qui l'a provoqué à l'ouverture. Ici, ça peut être c'est pas spécialement qu'on a un réveil acheteur, ça peut être des prises de profit de short, des shorters qui sont positionnés sur toute cette baisse, et après une baisse comme ça, ils décident de clôturer leur position. Et un shorter qui clôture sa position, il rachète sa position. C'est pour ça qu'on a ce genre de réaction. Mais ça veut pas spécialement dire que ça y est, c'est reparti, qu'on a eu, on a une petite absorption, on peut pas le négliger là-dessus, mais c'est beaucoup trop tôt pour dire qu'on a posé un bottom. Voilà au niveau d'Ether. Donc comme je dis, sur du long terme, on est dans des bonnes zones. Soit vous se positionnez sur des gros niveaux de support, chose qu'on est actuellement, 2100, 2400, soit vous attendez la pattern de retournement. Pour le moment, on est toujours dans une dynamique baissière, donc attention à ne pas faire de la contre-tendance. Au niveau des altcoins, alors on va regarder, déjà, la Bitcoin dominance qui a bien break, on a pullback, prochaine target, les 60%. On a toujours un Bitcoin qui est fort. Déjà, c'est assez impressionnant d'avoir une Bitcoin dominance qui est au-dessus des 56-57%. Pour moi, 60%, c'est le prochain niveau qu'il faudra surveiller. On est toujours dans cette dynamique qui est haussière, et ce qu'il va falloir surveiller, c'est le tunnel daily. Tant qu'il fait office de support, on sera toujours dans une dynamique qui est haussière, et ce qu'on veut, c'est une pattern de retournement et le break de ce tunnel daily qui fait, comme je dis, toujours office de support. Au niveau des altcoins, si je regarde Total 3, on a méché, on est venu chercher cette borne. Cette borne-là, on l'avait dessinée ensemble, c'était la dernière update, c'est il y a quelques jours. Voilà, on a deux niveaux clés, les 470 là, et les 400. Donc pour le moment, on a une réaction, pareil, on a une bonne absorption, on reste au-dessus du tunnel 3 jours, mais pour le moment, on n'a pas du tout de confirmation de bottom, vu que voilà, on peut être dans ce genre de cas, comme on a eu ici. On mèche, et ensuite on pose un bottom. Là, on a un bottom. Alors, un bottom qui nous... c'est pas parce qu'on a un bottom que ça y est, c'est ATH to the moon. Mais là, on a un bottom. On voit qu'on a une phase de hausse sur les altcoins. D'accord. Maintenant, on peut être dans ce genre de configuration. On pose un bottom pour retracer et avoir un prolongement de notre dynamique baissière. Ça, on peut pas l'anticiper. D'accord. Mais en tout cas, déjà, c'est plus intéressant de se positionner sur des bottoms. Vous aurez de meilleures probabilités d'avoir une bonne réaction au niveau des altcoins. Les altcoins qui ont pris cher. Alors, dans ce genre de configuration, il y a deux moyens, selon moi, de se positionner. Soit vous avez de fortes convictions sur des altcoins et vous vous dites, ok, eux, d'un point de vue fonda, c'est exceptionnel. Et du coup, vous dites, voilà, par exemple, du Solana, du BNB, du AVAX, du ADA, bref, les altcoins que vous aimez, tout simplement. Et c'est là l'importance d'avoir de fortes convictions. Si vous n'avez pas de fortes convictions, vous allez panic sell parce que vous n'allez pas croire dans ce que vous investissez.
Donc par exemple Solana, c'est pas mal ce qu'elle nous a fait, et Solana est vraiment bullish. Quand j'y pense, on a eu ici une prise d'élo et rapidement une absorption assez importante, et on est déjà sur un plus 30%. Ether, ça aurait été pas mal de faire ça, parce que la charte était un peu similaire à Ether. Vous voyez, on a tous nos lots qui sont ici, accumulés, sauf qu'Ether, on a vraiment break. On a une absorption qui est beaucoup plus importante sur Solana que sur Ethereum. Donc Solana, la charte est plutôt pas mal. Dynamique qui est toujours haussière. Prise des lots, réintégration, ça en général, on peut chercher des achats pour viser la borne haute. Maintenant, ça c'est uniquement si Solana est décorrélé du BTC et des cryptos. Si BTC retape une phase de baisse, il y a de grandes chances que Solana baisse également. C'est pour ça que c'est compliqué sur les altcoins. C'est pour ça, là, selon moi, d'un point de vue investissement long terme, déjà d'un point de vue trading, compliqué de chercher des achats sur les altcoins, à moins que vous savez vraiment ce que vous faites et vous cherchez un rebond sur du court terme. Donc, par exemple, quelqu'un qui a acheté ici, pas de souci, mais quand même sécuriser des profits assez rapidement. Je pense pas qu'on va être dans un contexte où ça y est, on va être reparti to the moon sur les altcoins. Maintenant, sur du long terme, oui, bonne zone potentiellement d'achat sur certaines altcoins. Solana, on a cette zone-là, les 120-125 $. Si on doit aller plus bas, on a cette zone-là au niveau des 85 $. Donc, deux manières de se positionner. Soit vous avez de fortes convictions d'un point de vue fondat, typiquement Solana, et vous avez déterminé vos zones d'intervention, vous rentrez en position au moment où le marché arrive sur ces niveaux-là. Ceux qui font du trading, pour moi, là on est plutôt dans un contexte où on va chercher des shorts. Par contre, c'est intéressant de regarder les altcoins les plus fortes, ceux qui performent le mieux. Alors, je peux voir ça ici. Alors, par exemple, aujourd'hui, et on peut même mettre cette semaine, Tao performe plutôt bien. Pep performe plutôt bien. Dans ce genre de phase, où on a un marché comme ça qui a bien dégringolé, hein, on le voit ici sur les perfs top 20 monthly, voilà, donc c'est les 6-7 derniers jours, on a des moins 30%, etc., etc. C'est là l'importance de repérer les altcoins les plus fortes, ceux qui se décorrèlent bien. Et les altcoins qui étaient fortes à un moment, type RNDR, sont beaucoup plus faibles actuellement. On voit que RNDR, on en avait parlé, j'avais fait une update là-dessus, où ici il y avait clairement un bon short à prendre, on était sur une structure de retournement, des RNDR, des INJ, c'est des altcoins qui sont beaucoup plus faibles. Ils ont connu une bonne phase de hausse, et voilà, comme je disais, une altcoin forte a de grandes chances de rester forte, on l'a vu, hein. Ici elle était forte, on a range, plus de chances de rester forte, elle a range, plus de chances de rester forte, et ici elle a fait des performances hallucinantes que les autres cryptos n'ont pas faites. Ici on a une phase de top. Et maintenant, c'est une altcoin qui est faible. Et une altcoin faible a plus de chances de rester faible, jusqu'à retrouver potentiellement un bottom et repartir sur une altcoin qui est forte. Mais là, par exemple, trader INJ, comme c'était tradable ici, c'est pas intéressant. Vaut mieux se concentrer sur des altcoins qui sont fortes, comme par exemple Tao qui est une altcoin forte. On a ici pris la liquidité et réintégré. D'ailleurs, j'avais pris BE sur ce trade, c'est dommage parce qu'il était bien parti. Je me rappelle quand j'avais trade ici, il y a des gens qui me disent mais comment tu prends un trade sur Tao en short, comment c'est possible? Il y avait des conditions pour shorter le marché. Malheureusement, je me suis fait BE, mais on a bien été chercher ici les lots. Bonne réaction. Tao, c'est une altcoin qui est forte. On a vu qu'on avait Pep, qui est une altcoin également qui est forte. De nom, Kaspa, comment réagit, j'ai pas trop vu. On a quand même une bonne réaction. On prend combien? Plus 35%. Kaspa, ça reste une altcoin. Mais là, les altcoins qui sortent le plus du lot, on a Tao, on a Solana, qui est pas mal, on a Pep. Et ça, alors je vous le dis pas, quand je parle d'alcoin forte comme ça, je vous dis pas de vous positionner maintenant et ça y est, to the moon. Je dis juste que gardez dans un coin de vos têtes que c'est des altcoins, on a plutôt une bonne réaction. AKT aussi, si je dis pas de bêtises, on a une bonne réaction. Vous voyez, AKT là sur la journée, plus 20%, elle a été chercher plus 35% au plus haut. On voit qu'on a de la demande là-dessus. En fait, ça vous permet de savoir quoi? Ça vous permet juste d'un point de vue technique, on parle pas de fonda ou autre, juste de voir quand on a comme ça des phases de baisse, quels sont les altcoins, on a une bonne réaction acheteuse dessus. Ça peut vous montrer les potentiels altcoins à surveiller dans les prochaines semaines, prochains mois. D'accord? Alors je dis pas que les altcoins qui ne performent pas, faut les enterrer. Je dis juste que on voit ceux qui intéressent actuellement les investisseurs. Comme j'ai dit, Pep, Solana, Tao, AKT, alors il y en a sûrement d'autres qui sont pas ici affichés, mais voilà, j'irai pas acheter par exemple un Arbitrum qui ne réagit absolument pas. Arbitrum, c'est, j'ai pas envie de dire c'est mort, mais ouais, ça ne m'intéresse absolument pas. On break, on est sur des all-time lows, c'est pas intéressant. Potentiellement avoir une structure par la suite pour se positionner, mais là, c'est pas une altcoin qui est forte. Et si on a une bonne reprise, l'intérêt d'avoir surveillé ces altcoins qui sont fortes, et demain, il peut y avoir d'autres altcoins qui sont fortes qui n'étaient pas fortes aujourd'hui, ça permet si on a une reprise haussière, de savoir les altcoins, on va plutôt chercher à se positionner, parce qu'on sait que c'est des altcoins qui intéressent les investisseurs, les traders, etc., etc. Voilà, au niveau des altcoins, je peux faire une revue là, assez complète. On va se mettre en weekly. XRP,
XRP, la chart, bon, on est sur des bas de range, hein, globalement, mais dans tous les cas, c'est pas une altcoin qui m'intéresse moi personnellement. Mais si je regarde d'un point de vue technique, bah ici on a range, on a break ce range par le haut, et on est en train de consolider vers la borne basse. Alors c'est pas au dollar près, mais on est à nouveau dans un range vers la borne basse. Donc ça reste une zone d'achat, mais XRP c'est pas du tout une crypto qui m'intéresse. Solana, on est sur un gros niveau de support, avec une bonne réaction. ADA. Alors ça, j'avais dû dessiner ça quand on avait fait une analyse ensemble. Bah on est actuellement sur une bonne zone, les 30 centimes, et si on doit aller plus bas, on aura les 25 centimes à surveiller. AVAX c'est pareil, on avait dessiné ces zones là, on est actuellement sur une zone qui doit faire office de support, en tout cas on ne doit pas flip cette zone de résistance, de support en résistance, sinon ça serait pas bon, parce qu'on serait sur la réintégration d'un range, et on aurait de chance d'aller chercher la borne basse. Donc là, plutôt une zone où on va chercher des achats. Dogecoin c'est pareil, on est sur un haut de range, donc on voit qu'on est sur pas mal de niveaux de support quand même. Dogecoin, TRX, bon, il a très peu pris cher lui, hein, mais à l'intérieur d'un range presté par une dynamique haussière, toujours bullish, on va plutôt chercher des achats sur la borne basse. Chainlink, on est revenu faire un pullback ici sur sa ligne de coup de l'entièreté de son range, pareil, gros niveau de support, c'est un niveau qu'on ne doit pas réintégrer. Polkadot a vraiment pris cher aussi. Borne basse, en fait on voit que les altcoins, soit ils sont sur des pullbacks de leur haut de range, soit ils sont sur des bornes basses. Donc c'est sur partout, c'est des niveaux de support. Maintenant, Polkadot, ça reste une altcoin qui est faible. Donc pour du trading, c'est pas une altcoin qui va m'intéresser. Pour l'investissement, fondamentalement, c'est un projet qui est intéressant. J'en ai pour 3% dans mon wallet long terme. Maintenant, je vais pas avoir 15-20% sur Polkadot, parce que d'un point de vue technique, bon, ça pourrait clairement être mieux. Il y a des altcoins beaucoup plus intéressantes. Matic, on est sur un bas de range également. Toncoin, on avait vu ce niveau-là. J'ai pas vu la charte encore. Les 0,382, qui était un niveau intéressant à surveiller. Pour le moment, on consolide autour de ce niveau-là. Et si on perd ce niveau-là, des 0,382, les 0,118, c'est la prochaine zone. ICP. J'ai fait une analyse il y a pas longtemps. On est actuellement sur notre extrémité qui doit absolument être défendue. Globalement, les 7 $, entre les 6,5 et 7 $. Sinon, c'est retour chercher les 5 $. Shiba sur un gros niveau de support. Donc on voit que la plupart des altcoins sont sur des gros niveaux de support. Donc déjà, vous comprenez que c'est pas le moment de panic sell, d'accord? Litecoin c'est un peu plus moche. Clairement c'est plus moche. Maintenant Litecoin est moche sur le long terme. Litecoin se fait surperformer par BTC. Comme beaucoup d'altcoins, hein. D'ailleurs, BTC a vraiment surperformé la majorité des alts. Stellar, borne basse. ETC pullback sur la ligne de coup. Atom c'est moche. Atom faut en parler. Atom, la clôture ici, elle est vraiment pas encourageante. On n'a pas raclé encore tous les lots ici, mais ouais, Atom d'un point de vue technique, c'est moche. C'est là où il faut dissocier le fondamental et l'analyse technique. Pour moi, le fonda, c'est un projet qui est exceptionnel et qui se démarque des autres cryptos. Maintenant, faut pas se voiler la face. C'est pas le but, d'accord? Ça sert à rien d'être biaisé et d'être dans le déni. La charte est clairement moche sur Atom. J'en parlais depuis, je dirais, un mois que je ne me positionnais pas sur Atom comparé à, j'en ai accumulé dans ce range-là, hein. J'étais rentré ici, j'étais rentré là. J'en ai accumulé pas mal de fois. Tout comme la charte, en fait, c'est une charte d'Ether, mais Ether à ce niveau-là. Ou pareil sur Ether, j'étais rentré là. J'ai fait pareil sur Atom dans une phase de range comme ça, où potentiellement on avait des chances de poser un button. Ici, depuis un moment, je ne rentre plus. Pendant toute cette phase-là, je ne rentre absolument pas en position parce que Atom, j'ai pas envie de me dire il me déçoit, mais si d'un point de vue technique, il me déçoit. Il y a le staking, il y a les airdrops qui compensent, qui n'ont pas autant compensé. Alors quand on était là, ça allait, mais quand on est ici, ça compense pas les pertes qui sont réalisées sur Atom, faut pas se le cacher. Maintenant, est-ce que c'est fini? Est-ce que Atom va aller tout zéro? Pour moi, ça reste un projet que je continuerai à surveiller, mais comme je dis, je ne rentre plus en position sur Atom. Je préfère déployer mon capital sur des cryptos beaucoup plus intéressantes. Donc Atom, de base, j'en avais pour 20% de mon capital. Actuellement, on doit être sur du 10-12%. Et à voir avec la baisse ici, je dois avoir une exposition beaucoup plus faible sur Atom. Mais oui, la charte n'est vraiment pas encourageante. Le fait d'avoir ici été chassé, c'est creux, et ne pas avoir une réintégration, on a clairement un break de notre dynamique. Voilà au niveau d'Atom. On va tous les faire. Algo, bon, c'est pas une charte qui est incroyable aussi, mais on est quand même sur un niveau de support, mais sur du long terme, ça reste une altcoin qui est moche. STX, pullback sur la ligne de coup de cette grosse pattern de retournement, mais pareil, STX c'était une altcoin qui était forte à un moment, c'est plutôt une altcoin qui est faible sur les dernières semaines, derniers mois.
EGLD, on est sur un bas de range, pullback au niveau de la ligne de coup. APT pareil, sur un gros niveau de support, donc vous voyez, hein, Optimism c'est pareil, gros niveau de support. NIR, on est sur un bon niveau, mais je préférerais cette zone. Si on y était, ça aurait été beaucoup plus intéressant. VET, on a pullback. On a presque pullback la ligne de coup de cette pattern de retournement. Caspa, on l'a vu. INJ, on l'a vu. INJ est faible. Vous voyez, INJ là, faut le reconnaître, on n'est pas sur un gros niveau de support. Globalement, ça serait intéressant si on revient chercher cette zone-là. Arbitrum, on l'a vu, c'est plutôt moche. Sei, c'est plutôt moche. Et Dimension, alors Dimension Saga, c'est des altcoins où on a eu des airdrops grâce au staking d'Atom et via le staking de d'autres cryptos dans l'écosystème Cosmos. C'est des altcoins qui ont plutôt bien réagi, je trouve, et qui ont pris moins cher. Après, ils ont pris beaucoup cher sur toute la baisse, mais on a plutôt une réaction qui est correcte, par exemple sur Dimension, et qui a pris beaucoup moins cher que d'autres altcoins. Voilà, j'ai passé en revue ce qu'il faut comprendre là sur les cryptos, sur les altcoins. On est sur des gros niveaux de support. Maintenant, comme je dis, il y a deux manières de se positionner. Soit vous avez de fortes convictions d'un point de vue fonda et vous vous positionnez sur ces gros niveaux de support, soit vous analysez juste d'un point de vue technique, et dans ce cas-là, vaut mieux attendre une reprise et se concentrer sur les altcoins, quitte à rentrer beaucoup plus, je prends Avax par exemple, quitte à rentrer beaucoup plus haut, d'accord? On a des moyennes mobiles qui sont orientées à la hausse, c'est pas grave. Si on rentre beaucoup plus haut, par exemple, on a une réaction acheteuse là-dessus et on rentre beaucoup plus tard, mais vaut mieux rentrer beaucoup plus tard et être dans le sens de notre dynamique que rentrer maintenant et continuer à enfoncer. Je termine par le marché US. Alors, au niveau du marché US, alors, ça a vraiment paniqué, alors que quand on dézoome, franchement j'ai vu des tweets, j'ai vu des news, j'ai vu comment ça se passait sur différents pages Twitter qui se partagent les news, les infos d'un point de vue économique sur certaines personnes aux États-Unis qui pèse un peu, j'ai envie de dire, que ça soit d'un point de vue politique, d'un point de vue économique, tout ça. Ça panique, alors que chez eux c'est beaucoup, un moins 10%. Faut savoir qu'à partir de moins 20%, ils estiment qu'ils sont en bear market de leur côté. Souvent, c'est plutôt un trap où quand on fait un moins 20%, on est un bear market, mais c'est là où on pose un bottom. Ça a vraiment paniqué, alors que si on dézoome, bon, il n'y a pas de quoi paniquer. On est toujours dans une grosse dynamique haussière. Par contre, on peut être sur un top. Je dis pas que ça se trouve on va poser un top. On a notre baisse des taux qui arrive en septembre. On peut avoir, c'est possible d'avoir un crash. Maintenant, pour ceux qui souhaitent investir sur le S&P, comme je dis, ceux qui croient en l'économie, ceux qui croient au monde, au développement de notre monde, hein, c'est reflété ici, hein, c'est reflété dans les marchés comme ça, que ce soit le S&P, le CAC 40 si on prend la France, mais faut savoir que le S&P ça représente, si on compare le CAC 40 au S&P, le CAC 40 c'est insignifiant comparé au S&P. Donc c'est surtout le S&P qu'on regarde d'un point de vue mondial. Si je chercherais à me positionner et à voir ce que j'estime une très bonne zone sur du long terme, la zone elle est ici. Hop, je prends un Fibo depuis le crash Covid. Je dis pas qu'on va y aller, hein. Je dis juste si on y va, cette zone-là, c'est une très bonne zone d'achat. Sur des marchés comme ça qui sont en perpétuelle hausse depuis le début, on peut pas tracer un Fibo comme je le fais avec des altcoins et me dire ok, je vise ici les 0,118 de Fibo. Il y a très peu de chances qu'on retourne chercher ces niveaux-là. Je dis pas que c'est impossible. Je dis juste que, à moins d'avoir vraiment une troisième guerre mondiale et que ça parte vraiment en cacahuète, il y a très peu de chances. Et ça sert à rien de se dire que voilà, ça reste une probabilité qui est faible, vaut mieux jouer dans le sens des probabilités. Et dans tous les cas, voilà, pendant toute cette phase là de 2008 à 2024 actuellement, il y a eu des phases il y a eu des guerres, il y a eu la guerre en Ukraine, il y a eu des phases compliquées, il y a eu le crash Covid, etc. On voit que le marché se relève toujours et le marché continuera à se relever. En tout cas, moi, je fais partie des gens qui sont optimistes et qui me disent que le S&P enchaînera ATH sur ATH pendant des années. Rien n'empêche on peut taper un range de 5 ans. Ou pendant, là on est en 2024, jusqu'à 2030, on est dans une phase de range. Mais sur le long terme, comme on a eu ici, hein, là on a une phase de range qui dure quand même de 2000, et on fait un nouvel attache ici à partir de 2000. On peut rester dans une phase de range sur 15 ans. Par contre, sur le très très long terme, on fera ATH sur ATH. C'est là l'importance de bien se positionner. Ça se trouve là, les gens qui sont positionnés ici, ils retrouveront leur prix, ils passeront à break-even ou en positif que dans 3, 4, 5 ans. On peut pas le savoir ça à l'avance. Par contre, c'est là l'importance d'avoir des bonnes zones d'achat. Et je pense que le S&P, s'il revient chercher cette zone-là, c'est une bonne zone d'achat. Voilà, j'ai fait une update assez complète, ça reste une vidéo assez longue, mais on a vu pas mal de choses. Ce qu'il faut retenir, si je fais vraiment le résumé du résumé, ce qu'il va falloir surveiller, c'est cette baisse des taux qui arrive
en septembre, elle est inévitable, elle va avoir lieu. C'est pas est-ce qu'il va y avoir une baisse ou pas, elle va avoir lieu, cette baisse des taux. Il pourrait même y avoir, si ça s'empire, une réunion d'urgence et on baisse les taux bien avant, c'est possible, d'accord. On n'est pas obligé d'attendre septembre. S'ils décident de faire une réunion d'urgence pour baisser les taux au cas où le marché part vraiment encore plus en cacahuète, c'est possible. Maintenant, si je résume, BTC, première zone long terme intéressante, mais c'est pas la meilleure. Les 44 000 $, je préfère. Sur du swing, il y a rien à faire. Moi, je préfère en tout cas ne rien faire que de rentrer en position ici et de me faire liquider, ou j'ai pas de setup dans tous les cas qui vont s'enclencher de mon côté. Sur l'intraday, je chercherai clairement des shorts. Donc ça, on a vu ça sur BTC. Sur Ether, on a été chercher des niveaux très très intéressants. 2100 $, 2400 $. Si on y retourne, ça peut être des bonnes zones d'achat. Est-ce qu'on va y retourner? J'en sais rien. Pareil, sur du swing, il y a rien à faire. Compliqué d'être acheteur ici, compliqué d'être vendeur ici. Sur l'intraday, je chercherai des shorts. Sur les altcoins, deux manières de se positionner, soit prendre les altcoins qui nous intéressent le plus d'un point de vue fondamental et se positionner sur des gros niveaux de support, donc par exemple Solana ici, ou les 85 $, voire même si on continue à aller plus bas, je pense pas qu'on retournera chercher ces gros niveaux de support, mais on sait jamais, je les dessine, c'est des niveaux intéressants pour se positionner. Si par contre on s'en fout du fonda et on se positionne juste d'un point de vue analyse technique, on surveille les altcoins les plus fortes. Comme je l'ai dit, actuellement il y a PEP, il y a Tao, il y a KT, il y a Solana, et peut-être qu'il y en aura d'autres demain. Faut faire le travail de revoir les altcoins les plus fortes, et si on a une reprise du marché, eh ben il faudra faire de la continuation de tendance sur ces altcoins. J'ai rien d'autre à ajouter. Je vous rappelle, rejoignez le Discord pour que je vous fasse des updates sur cette fin de semaine. Si ça bouge demain, je vous ferai une update également en vidéo, mais pour la fin de semaine, je ferai des updates comme ça avec des messages vocaux. Donc voilà, je vous invite à rejoindre le Discord. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.